Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Mobilisation. Par décret du Président de la République, la mobilisation des armées de terre et de mer est ordonnée, ainsi que la réquisition des animaux, voitures et harnais nécessaires au complément de ces armées. Le premier jour de la mobilisation est le dimanche 2 août 1914. Je suis mobilisable le deuxième jour. Donc, étant établi 16 rue Jouffroy, Paris 17e dans les cycles et les motocycles, ce dimanche soir, je baisse le rideau de fer de mon magasin. Étant célibataire, c'est la fermeture, il n'y a pas d'autre solution. Le rouvrirai-je ? Quand ? J'achète chez Monsieur Laurent, mon voisin, une bonne paire de brodequins en rechacalf, très bien. Car les chaussures manquant à l'intendance, il est recommandé par voie de presse de s'en munir. Lundi 3 août, deuxième jour de la mobilisation, j'arrive à Versailles où je dois rejoindre le 22e régiment d'artillerie, quartier des Petites Écuries où j'ai fait mes 2 ans de service actif. Je suis reçu par l'adjudant Eudes, qui était mon instructeur au peloton des sous-officiers 6 ans plus tôt, accompagné d'un payeur occupé à l'estimation et au paiement des chaussures. Mon tour arrive. Combien ? Me questionne-t-il. 17 francs. Non. Mais oui, c'est le prix qu'elle me coûte. Donnez-lui 15 francs, dit-il à son payeur, et comme cette décision est sans appel, je perds 2 francs. La guerre commence mal, puis enchaînant. J'ai besoin d'un sous-officier cycliste pour l'état-major du groupe, me dit-il, voulez-vous être celui-là ? Je ne demande pas mieux. Que dois-je faire ? Rien pour l'instant. Je vais vous donner un bon et vous irez prendre livraison de votre bicyclette, ensuite, vous attendrez les ordres. Très bien. Je n'ai donc rien à faire, pas de pièces, pas d'hommes, pas de chevaux. Je prends contact ou pour mieux dire, je me présente au commandant Marot, brave homme âgé qui devait prendre sa retraite en septembre, ainsi qu'au lieutenant Chartier, son adjoint, homme jeune et dynamique qui dirigea en somme le groupe au nom du commandant, ce qui créa pas mal de heurts avec les capitaines de batterie, conscients d'être commandés par un officier d'un grade inférieur au leur pour peu de temps du reste, car tous deux seront tués 6 semaines plus tard. N'ayant rien à faire, je prends ma bicyclette et rentre coucher chez moi à Paris d'où je repars le lendemain matin pour Versailles. Cela m'entraîne vers la frontière belge. Le 22e régiment d'active est formé et prêt à partir. Le général Perruchon, je crois, le rassemble sur la place d'Armes, le harangue, mais l'émotion lui enlève la faculté de s'exprimer longuement. Et c'est le départ pour la gare d'embarquement. C'est maintenant notre tour de former nos batteries, ce seront les 24e, 25e et 26e batteries formant un groupe de l'artillerie de la 53e division de renforcement qui sera composé en plus d'un groupe du 11e et d'un groupe du 43e régiment et commandé par le colonel Massenet, ayant comme adjoint le lieutenant-colonel Douis. Nous avons tous une confiance totale en notre 75. Chacun donne son opinion sur les ravages qu'il va faire dans les rangs ennemis, et son appréciation sur le peu de temps qu'il faudra pour vaincre. Le sous-lieutenant Magnus, à qui je demande dans combien de temps il pense que nous serons rentrés, me répond après réflexion, dans 4 à 5 mois, c'est-à-dire pour la fin de l'année, Noël par exemple. Cela reflétait bien l'enthousiasme qui régnait parmi nous qui devions déchanter peu après. Enfin, vint le jour du départ et nous partîmes embarquer à la gare des matelots, sous les applaudissements et les fleurs. Le lendemain, nous débarquons à Laon, nous traversons la ville et cantonnons dans une agglomération faubourienne où nous restons en attente quelques jours. Puis, par étapes, nous remontons vers le nord, la 53e division ayant reçu l'ordre d'assurer la liaison entre le 18e corps d'armée et l'armée anglaise. Vers la fin août, nous arrivons dans les environs de Vervins, puis enfin à la frontière belge au pont de Saulre-sur-Sambre. Notre infanterie relève une compagnie de chasseurs à pied qui avait pour mission d'interdire à l'ennemi l'accès de ce pont qui n'avait pas sauté. Quelques-uns de ces braves venus vers nous étaient à bout de force, leurs vêtements en lambeaux et leur équipement haché par les balles de fusil ou de mitrailleuses. Nous voici donc à pied d'œuvre. Pour accéder à cet endroit, nous avons traversé une forêt, vraisemblablement la forêt de Gemont. À l'orée de celle-ci, sur notre gauche, une ferme appelée, je crois me souvenir, la ferme rouge. Elle est évacuée, et les Uhlans sont venus la nuit précédente abattre une vache dans un herbage, l'ont débitée sur place et ont emporté les meilleurs morceaux. Il paraît,
d'après certains renseignements que les auteurs de ce raid seraient actuellement dans la forêt. De cet endroit, on découvre une certaine étendue de terrain en contrebas. L'état-major de l'artillerie est là au complet. Le colonel Massenet muni de ses jumelles inspecte le terrain. Le commandant Marot, le lieutenant Chartier et moi-même faisons partie de l'équipe. À l'œil nu, nous voyons évoluer à quelques kilomètres de là, des hommes se déplaçant de ci de là d'un bosquet à un autre. Le colonel et tous les officiers groupés autour de lui s'interrogent. Sont-ils français? Sont-ils allemands? Malgré les jumelles, il est impossible à ces messieurs de leur attribuer une nationalité, ils sont trop loin donc d'ouvrir le feu sans savoir sur qui on tire. Finalement, devant tant d'hésitations, de palabres et de temps perdu, je ne puis m'empêcher de lancer à la surprise générale. Ce n'est pas difficile de savoir si ce sont des Français ou des Allemands, il n'y a qu'à y aller voir, et m'apprête à enfourcher ma bicyclette. Le colonel me regarde, suffoqué, mais un capitaine de hussards, ou chasseur à cheval présent je pense comme agent de liaison, prend la parole et dit « Le maréchal des logis a raison, il n'y a qu'à y aller voir, mais ce n'est pas à lui d'y aller, c'est à moi. » Sur ce, il monte à cheval et descend vers la vallée par un chemin de terre aux ornières profondes bordées de haies touffues derrière lesquelles il disparaît à nos yeux. Et nous attendîmes. Nous attendîmes tellement longtemps que je considérais que nous n'allions pas le revoir, et regrettais mon intervention. Enfin, dans la soirée, il fit sa réapparition et j'en éprouvai un grand soulagement. Il nous apprenait que les hommes vus de notre observatoire étaient nos fantassins. Le repli. Peu de temps après, alors que la nuit tombait, ordre fut donné de rebrousser chemin. Comme la 26e batterie en position à environ 1500 mètres plus bas avait manifesté l'intention de rester sur sa position, le commandant Marot me donna mission d'aller dire au capitaine de cette batterie de nous rejoindre selon les ordres qui lui avaient été donnés. Je partis donc par le même chemin que l'officier de cavalerie, mais le chemin étant à peu près impraticable pour un cycliste, je dus faire beaucoup de chemin pédestrement. Lorsque j'arrivai au buisson dissimulant la batterie en question, elle s'était repliée et je ne la vis que d'assez loin. Ma mission s'en trouvait terminée, et je fis demi-tour pour aller rendre compte. J'arrivai à mon point de départ à la nuit tombée. Surprise, il n'y avait plus personne. Plus de traces de vie. Tout avait disparu. Je fus décontenancé. Mon premier soin fut d'écouter si je n'allais pas entendre quelque chose pour m'orienter, par exemple le cahotement d'une voiture. Et c'était la nuit. Que faire? Attendre sur place? Qui? L'ordre de repli ayant touché également l'infanterie, le pont de Haie-Solre-sur-Sambre n'était plus défendu. Je ne pouvais avoir que la visite des Allemands. Je pris donc la résolution de reprendre la route par laquelle nous étions venus. J'avais comme arme pour me défendre contre une éventuelle rencontre avec des Uhlans 3, un vieux revolver d'ordonnance avec lequel il nous était recommandé de ne pas tirer à plus de 8 mètres, et une douzaine de cartouches. Après avoir chargé mon barillet, je m'enfonçai résolument sous bois. Je roulais droit devant moi, sans savoir où j'allais aboutir. De temps en temps je mettais pied à terre et j'écoutais. N'entendant rien, je repartais pour recommencer mon manège un peu plus loin. Et ceci devait me réussir, car à l'un de ces arrêts, j'entendis dans le lointain des voix de Chartier vers lesquelles je me dirigeai immédiatement. Je trouvai le lieutenant Lallemand, chef des échelons, resté là, avec le chariot de batterie embourbé sous bois. Malgré tous les hues des conducteurs, les chevaux, après plusieurs tentatives infructueuses pour le sortir, ne voulaient même plus tirer. Ayant passé ma jeunesse chez mes parents dans la culture, je savais par expérience à quoi m'en tenir sur un cas comme celui-ci. Après avoir assisté à l'échec de la dernière tentative, je dis au chef de convoi : « Si vous ne voulez pas rester ici, il n'y a qu'une seule solution, c'est de décharger le chariot, ce qui n'est pas terrible, dégager le devant des roues à la pioche et à la pelle, dételer les chevaux et le sortir à bras de son ornière. » Je fus écouté. Le chariot rapidement vidé et les roues dégagées, fut sorti à bras d'homme, remis sur le chemin, rechargé et les chevaux furent attelés. Les conducteurs en selle démarrèrent normalement. Je reçus les remerciements du lieutenant et j'étais de ce fait, moi aussi dépanné, car ce dernier ayant reçu l'ordre de rejoindre le fort de Serfontaine, je n'eus qu'à le suivre pour retrouver mon unité. Arrivé tardivement près du fort,
Je ne trouvais pas le commandant et fis comme les autres, je m'accroupis contre un mur pour y dormir, peu de temps du reste. Au petit jour tout le monde était debout, les chevaux étaient harnachés et attelés rapidement, et je reprenais ma place auprès du commandant Marot et du lieutenant Chartier. Surprise. Nous mettons le cap vers le sud, alors que la veille, nous n'avons pas tiré un coup de canon pour arrêter l'ennemi. Explication. Cette tactique était une manœuvre consistant à attirer l'ennemi dans une espèce d'immense tenaille dont les deux mâchoires allaient bientôt se refermer sur lui pour l'anéantir. À mon avis, disait le capitaine Lachèvre commandant la 24e batterie, la meilleure tactique est celle qui consiste à battre l'ennemi sur place et non pas à reculer devant lui. C'était aussi mon opinion et ne m'en cachais pas, car effectivement une malheureuse période venait de commencer. Nous voici sur la route en direction d'Avesnes. Le lieutenant Chartier me demande de pousser une pointe jusqu'à Maubeuge pour essayer d'y trouver quelque chose, pain, chocolat, conserves, etc. Et principalement du tabac. En cours de route, j'ai la chance de rencontrer notre section de ravitaillement, lieutenant Brûlé, qui nous cherche depuis l'avant-veille et je lui donne la direction à suivre pour rencontrer la batterie à laquelle elle tourne le dos. Cette chance ne se renouvellera pas, et le ravitaillement sera rare de toute la retraite, aucune étape ne pouvant être prévue d'avance, pas plus que les itinéraires. En arrivant sous les murs de Maubeuge, je vois des territoriaux qui enfoncent des piquets et tendent des barbelés. Je mets pied à terre et sur ma demande ils m'expliquent qu'ils sont en train d'installer des réseaux tout autour de cette place forte. L'installation terminée, un courant de fort voltage y sera branché foudroyant tous ceux qui tenteraient de le franchir. Je ne puis m'empêcher de leur dire que je trouve ce travail non seulement bien tardif, mais aussi inefficace car je crains bien que les obus aient vite fait de couper le courant. Effectivement, je crois que le lendemain ou le surlendemain, les Allemands y arrivaient. J'entrai donc à Maubeuge. Cette ville me parut bien triste, bien morne, sans vie. Et étant entré dans quelques magasins, bien entendu, je n'y trouvais rien à rapporter à mes supérieurs. Je n'insistai pas davantage, et rejoignis mon unité. Un peu plus tard, au cours d'une halte, le lieutenant Eudes me dit « Cette ferme là en face est évacuée. Attrapez-nous une de ces nombreuses volailles qui picorent dans la cour. Vous en aurez votre part. » Ce chapardage me déplaisait horriblement. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.